Est-ce que vous l'avez reçu, votre feuille de déclaration de revenus? Alors, par la poste, si vous avez choisi une formule déclaration papier, mais attention, hein, si vous êtes à 100% de déclaration en ligne, vous ne la recevrez plus cette année. En tout cas, on va tout vous dire. Vous nous avez envoyé de nombreuses questions sur les réseaux sociaux de votre télévision régionale et je suis avec nos experts pour y répondre. Bon, tout d'abord, vous avez une première question, c'est jusqu'à quand je peux renvoyer ma déclaration? C'est Grégory Denis, qui est directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais, qui va nous y répondre. Cette année, c'est jusqu'au 20 mai pour le format papier, 20 mai. Avec la spécificité, c'est que cette année, il n'est pas nécessaire de renvoyer les justificatifs. Et si vous faites le choix d'Internet, vous avez jusqu'au 10 juin pour la région Nord-Pas-de-Calais, avec un nouveau site qui a été relooké, et puis aussi une possibilité de calculer en ligne son impôt. Bon, il y a beaucoup de ponts au cours du mois de mai, donc vous aurez le temps de la remplir, votre déclaration. Question, je viens de déménager en février, alors quelle démarche dois-je effectuer auprès des services fiscaux ? Bien, il vous suffit de renseigner sur la case changement d'adresse en 2014 sur votre déclaration et l'administration fiscale s'occupera du reste. Une question pour Lorraine Lacroix, vous êtes conseillère en patrimoine et cette question, elle est simple, hein. J'ai un fils de 17 ans, il est apprenti carreleur, j'aimerais savoir si je dois le déclarer avec le foyer fiscal ou seul ? Alors, la notion de foyer fiscal va comprendre le contribuable, son conjoint, ses enfants mineurs et également ses enfants majeurs qui poursuivent des études. Donc un enfant mineur sera forcément compris dans la déclaration de ses parents. Les revenus qu'il génère seront intégrés dans la déclaration et donc les revenus des parents. En contrepartie de quoi, les parents auront la possibilité d'avoir une demi-part supplémentaire. Néanmoins, à partir du moment où l'enfant travaille et où il a des revenus professionnels qui lui sont personnels, il est possible, le cas, voilà, ce qui est un peu le cas là, de ce jeune de 17 ans. Il lui est possible en fait de déclarer l'enfant à part. D'accord. Il aura donc sa propre déclaration. Les parents, en contrepartie, n'auront pas le bénéfice de la demi-part supplémentaire. D'accord. Donc c'est vraiment du cas par cas. Calculer, voilà, sachant qu'on a une petite particularité pour les apprentis qui bénéficient d'une exonération. Très bien. Pour les apprentis, c'est a priori aussi votre cas, apprenti carreleur. Question suivante. Marié en août 2013, comment je dois, je crois que c'est aussi pour vous ça, comment je dois déclarer mes revenus perçus avant et après le mariage ? Alors pour les couples qui se sont mariés ou pacsés durant 2013, ils ont le choix entre établir une déclaration commune pour la totalité de l'année, donc du 1er janvier au 31, ou faire une déclaration distincte, chacun de leur côté, du 1er janvier au 31 décembre également. Très bien. Virginie Raymondière, vous êtes fiscaliste, c'est pour vous cette question. J'ai reçu ma déclaration pré-remplie, qu'est-ce que je dois faire de plus ? Effectivement, d'année en année, la déclaration de revenus se pré-remplit. Donc si vous êtes salarié, il vous faut simplement vérifier le montant indiqué. Toujours vérifier. Cocher la case pour la prime pour l'emploi, donc temps plein, ou indiquer le nombre d'heures si vous êtes à temps partiel. D'accord. Une nouveauté cette année pour les salariés qui bénéficient d'une mutuelle d'entreprise, donc la cotisation prise en charge par l'employeur devient imposable, donc rentre dans le salaire. Et c'est un élément que les employeurs n'ont pas forcément pu tenir compte dans l'établissement de la fiche de paye de décembre. Donc à bien surveiller. Il peut y avoir un décalage, bien un écart. Ça sur vos déclarations. Et pour les revenus professionnels ? Alors, en revanche, pour les revenus professionnels, donc artisans, commerçants, professions libérales, le montant des revenus est à indiquer. Ils ne sont pas préimprimés. Et si vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé ou à une association de gestion agréée, vous devez vous bénéficier d'avantages, notamment une non-majoration de 25% de vos revenus professionnels, mais également d'une prescription abrégée en cas de vérification de comptabilité. Une question sur la déclaration des frais de déplacement. Je fais 20 km aller-retour par jour pour me rendre sur mon lieu de travail. Dois-je déclarer la déduction forfaitaire de 10% ou alors les frais réels ? Il est difficile de répondre précisément à la question, Elle est précise la question. Il faut quand même connaître le montant des rémunérations imposables, ainsi que la puissance du véhicule qui est utilisé. Donc c'est vraiment un calcul à faire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 25 000 € de rémunération, pour une faible distance, 20 km aller-retour, c'est peu élevé. Donc ce sera la déduction forfaitaire de 10% qui sera la plus intéressante s'il n'y a pas d'autres frais réels déductibles à côté, et le calcul se fait automatiquement.
j'ai reçu un formulaire de ma banque. À quoi ça me sert? Alors, le formulaire que vous avez reçu s'appelle un imprimé fiscal unique. C'est un récapitulatif des revenus de placement que vous avez perçus pendant l'année. Il faut vous assurer que les revenus de placement sur cet imprimé fiscal sont conformes à ce repris dans votre déclaration pré-remplie. Et il y a lieu, comme on l'a vu précédemment, l'enfant mineur, d'additionner les imprimés fiscaux des enfants mineurs au vôtre. Sachant qu'au niveau des revenus de placement financier, ces derniers ne peuvent plus faire l'objet d'un prélèvement libératoire forfaitaire comme c'était le cas auparavant. Désormais, les revenus de placement financier sont taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Très bien. Alors, question, on a reçu plusieurs là-dessus, sur le casse-tête de la déclaration des revenus locatifs. Et en particulier, c'est la question, est-ce que je peux déduire le montant des travaux des appartements que je loue? Alors, au niveau des revenus locatifs, on peut déduire différentes charges. Les frais d'administration et de gestion, les primes d'assurance, différentes charges peuvent venir en passif. Le poste le plus important est tout ce qu'il y ait dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Ces dépenses de réparation et d'entretien sont vraiment des dépenses d'entretien courant. Je change mes fenêtres, je change ma toiture, je refais de la peinture. On est sur de l'entretien courant qui peuvent venir en déduction des revenus fonciers. Par contre, tout ce qui consiste en de l'agrandissement de surface habitable, transformer un garage en pièce ou transformer un grenier en chambre, ne sont pas des dépenses qui rentrent en déduction. Attention, alors. Voilà, au niveau de vos revenus fonciers. On est vraiment sur de la dépense de réparation et d'entretien. À côté de cette condition... Avec une vraie facture. Voilà, avec une véritable facture, parce qu'on a la condition de la nature des travaux et à côté, il y a la condition de forme qui est d'avoir une facture en bonne et due forme avec le nom, enfin l'adresse du chantier où a été réalisé les travaux. Juste un ticket de caisse ne suffira pas. Bon. Avec TVA, donc vraie facture, voilà, TVA, facture. etc. Ouais. Il y a une question, Virginie, qu'on a reçue pas mal aussi. Elle m'intéresse, moi également. Comment je peux faire pour payer moins d'impôts? C'est effectivement une question fréquente. Dans le domaine de la légalité, quand même. Donc, il y a différents dispositifs divers et variés qui prennent trois formes. Donc, la première forme, c'est les déductions. Donc, c'est ce qui vient en moins des revenus imposables. C'est le cas des pensions alimentaires qui sont versées à des enfants majeurs, des parents qui sont dans le besoin. C'est aussi le cas des versements sur un plan d'épargne retraite. À côté de ces déductions, on a deux autres systèmes, donc les réductions d'impôts et les crédits d'impôt. La différence entre les deux dispositifs, ce sont que les crédits d'impôt sont restituables alors que les réductions d'impôt ne le sont pas. Donc si vous n'êtes pas imposable, la réduction d'impôt n'aura aucun intérêt. D'accord. En termes, à titre d'exemple, pour les dépenses du quotidien, on peut citer l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde des jeunes enfants de moins de 6 ans, les dons ou encore les frais de scolarité. Il y a aussi des changements sur les niches fiscales. Effectivement, à compter des dépenses réalisées en 2013, le plafond des niches fiscales a été ramené à 10 000 euros, alors qu'en 2012, il était de 18 000 euros plus 4% du revenu imposable, mais c'est un calcul qui se fait automatiquement. D'accord. Tiens, au fait, Grégory, combien les habitants de notre région paient d'impôts? Combien ça pèse? Les derniers chiffres dont on dispose montrent un revenu moyen par foyer fiscal imposé de 1 880 euros. Alors, quand on le compare à la moyenne nationale, ça peut paraître élevé, puisque cette moyenne nationale est à 995 euros. Mais par contre, le chiffre régional cache d'énormes disparités selon les secteurs géographiques de la région. Oui, c'est ça. Il y a des bassins très différents entre la métropole et Sambre-Avesnois, par exemple. Voilà, une illustration il y a gros des écarts. Des écarts, ouais, très bien. Ouais. Vous pouvez nous dire deux mots sur l'ISF, l'impôt sur la fortune? Alors au niveau de l'ISF, sont redevables de l'ISF les personnes qui détiennent un patrimoine supérieur à 1 300 000 euros net. Par personne, on entend couple marié, couple pacsé, également les personnes en concubinage notoire. Dans le calcul de ce patrimoine-là, il faut bien comprendre l'ensemble des biens dont est propriétaire la personne, y compris la résidence principale et les contrats d'assurance vie qui doivent également être intégrés dans le calcul. Je pense à cette agricultrice de l'île de Ré ou Noirmoutier, qui n'avait aucun revenu, mais qui était assujettie à l'ISF avec son patrimoine. Et il y a beaucoup de foyers assujettis à l'ISF dans notre région?
Combien, à peu près? Les chiffres que l'on a, c'est environ 8500. 8500. Pour un patrimoine d'environ 1,7 million, quoi. Hein. C'est la moyenne, oui, à peu ça, près. ouais. 1,7 million. Alors, même chose, il y a énormément de disparités Ouais. entre le seuil de déclenchement et les très très gros patrimoines que l'on peut connaître sur la région. Bon. Avec tout ce que vous nous dites, on va résumer tout ça, là. On a intérêt à ne pas s'y prendre à la dernière minute. Hein. Enfin, c'est mon cas, moi. Hein. Je le fais à 20 h avant le délai de minuit. C'est pas bien. Hein. Vous faites comment, vous? C'est fait. Bravo. Vous aussi? Non, moi pas encore. Vous pensez d'abord à vos clients? Oui. Bien sûr. Oui. Ouais. Et vous? Ah, moi, c'est en cours. Il faut C'est anticiper encore parce gros que chantier. à cette date, il est trop tard pour optimiser et réduire la pression fiscale. Il faut le faire avant le 31 décembre de l'année, donc 2013 en l'occurrence. D'accord. Alors, en résumé, si on avait un conseil, merci pour vos réponses précises, hein, si on avait un conseil à retenir avant de remplir sa déclaration, vous, Grégory, par exemple? Ouais, moi, ce que je dirais, c'est qu'on parle beaucoup effectivement de pression fiscale et tout contribuable souhaite réduire sa facture, tout ça, naturellement. Normal. Et on peut être tenté d'investir dans les entreprises, dans l'immobilier. On fait beaucoup d'immobilier en France. Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas faire des projets uniquement à des fins fiscales. Très important. C'est d'avoir un projet qui économiquement est viable et pérenne. Et l'avantage fiscal, c'est un facilitateur, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le conseil que moi je donnerais. Très important, ça, effectivement. Hein. C'est d'abord pour vous que vous faites ces investissements et la cerise sur le gâteau. C'est une bonne image. Alors, Virginie, votre conseil? Pour compléter les propos, je dirais que sur un plan purement fiscal, ce qui est important de faire, c'est de bien dimensionner le montant des avantages fiscaux dont on peut prétendre, de manière à ne pas se faire, à tenir compte du plafond des niches fiscales de 10 000 euros, qu'on a abordé tout à l'heure, mais également pour tenir compte du niveau de son imposition. D'accord, merci. Et vous, Lorraine? Surveiller l'évolution de sa situation familiale, mais également De sa propre évolution. de Enfin, de son foyer. De son foyer et également de son patrimoine. Suivre l'évolution de son patrimoine va vous permettre d'anticiper et donc de ne pas vous retrouver face à une fiscalité trop importante, mais de pouvoir anticiper cette fiscalité. Très bien. Vous rappelez les dates de déclaration? 20 mai, format papier, 10 juin, format Internet. Voilà. Et ne pas s'y prendre au dernier moment, ça c'est important. Alors vous pouvez poser d'autres questions sur les réseaux sociaux avec l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci de nous les avoir envoyés et merci à vous pour vos réponses très précises et très concrètes. Quel bonheur hein, de passer l'un de vos ponts à venir en remplissant votre déclaration de revenus. On pensera très fort à vous lorsqu'on fera la nôtre. À très bientôt. Merci.